Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leurs visions. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. À la fin de la 3e année, ils nous ont fait participer à un brief pour Airwick sur plusieurs notes, dont une note chèvrefeuille. Il s'est trouvé qu'en fin de compte, voilà, j'ai gagné le gros lot. En quelque sorte, pour moi, c'était vraiment le gros lot, parce que quand on m'a annoncé que j'avais gagné le chèvrefeuille d'Airwick, qui est devenu par la suite une référence chez eux, j'étais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais. Ça a commencé comme ça, un peu mon parcours en parfumerie, jusqu'au moment où j'ai rejoint Création Aromatique et où j'ai commencé à travailler un peu plus dans la fine. Alain Alchenberger. Il est aussi discret que méticuleux. Depuis 1978, ce parfumeur, chimiste de formation, est passé par les plus grandes maisons de composition. Givaudan, Création Aromatique ou encore Mann. Son parcours atypique l'a conduit à créer d'abord des fragrances pour des produits d'entretien, softeners et détergents, puis des parfums pour Ralph Lauren, Versace, Jil Sander ou encore Michael Kors. Aujourd'hui Senior Creative Perfumer chez Luzi, il nous a reçus à Zurich dans les locaux flambant neufs de la maison de composition. Il évoque pour nous certains de ses thèmes de prédilection, sa manière de composer s'inspirant des philosophies orientales et sa passion de transmettre. Alain Alchenberger, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, juste à côté de Zurich, dans les tout nouveaux locaux de Luzi. On est dans votre bureau et je vois que vous avez, parmi les rares objets, ce flacon de parfum. Est-ce que ce flacon, il a une histoire ? Oui, il a une histoire, bien sûr. En fin de compte, c'est un des seuls parfums que j'ai gardé durant toute cette carrière. C'est mon premier parfum, l'Aura Biagiotti Uomo, que j'avais gagné la première année quand j'ai rejoint Création Aromatique et j'ai commencé à travailler un petit peu dans la fine fragrance. Donc c'est vrai, pour moi, il compte beaucoup. Là, il est diffusé sur touche. J'ai l'impression qu'il a encore une tenue. C'est le jus original. Il a donc, faites vite le calcul, 33 ans d'âge. Et c'est vrai, il a l'air assez stable. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce parfum, alors ? C'est la quintessence de... Il représente, c'est une première fois. Une première fois, c'est toujours important. Donc vous avez rejoint Luzi il y a maintenant quelques années. Est-ce qu'on peut parler d'un rôle de mentor ? Mentor, c'est un bien grand mot. C'est transmettre mon cheminement, en fin de compte, durant toutes ces années. Les difficultés que j'ai peut-être rencontrées, les découvertes que j'ai faites. Parler, dialoguer, et si je peux être d'une quelconque aide, c'est un bénéfice, en fin de compte. Justement, on parlait de parcours, d'années d'expérience. Il y a beaucoup d'événements qui ont été fondateurs. Est-ce qu'on peut revenir à vos premiers déclics olfactifs ? Oui, les premiers déclics olfactifs, en fin de compte, j'en ai pas eu conscience. C'est après, j'en ai pas eu. Enfin, je sentais. J'ai toujours. Comme tout individu, je veux dire, on est attiré par certaines odeurs, c'est des odeurs de cuisine ou d'autres odeurs dans la nature et tout, mais jamais je n'avais fait le lien avec la parfumerie. C'est simplement en 1978, une fois que j'avais été diplômé de l'Institut of Technology à Lausanne, je cherchais un travail et là, il y avait une récession à l'époque en chimie, parce que j'avais choisi la chimie. Et la dernière maison que j'ai visitée, c'était Givaudan. Et Givaudan m'ont dit à l'époque, non, désolé, on n'a pas de travail pour vous en tant que parfumeur, mais on réouvre une école de parfumerie. Et j'étais vraiment surpris. Et on cherche des candidats. Seriez-vous d'accord de passer des tests et des entretiens ? J'ai dit oui. Et tout s'est bien déroulé, j'ai été sélectionné. Et j'ai découvert un monde dans lequel là, je suis tombé amoureux, mais immédiatement. Donc j'avais aucune connaissance de la parfumerie, du métier de parfumeur ou quoi que ce soit. Mais j'en suis tombé amoureux dans les semaines qui ont suivi. Au départ, vous aviez fait Polytechnique, c'est ça ? Voilà, en chimie.
Et quand vous dites que vous êtes tombé amoureux comme ça en quelques semaines, ça s'est manifesté comment ? C'est sûr, l'odorat, la façon dont on travaillait, et les molécules, parce que j'ai retrouvé quand même ce qui m'a poursuivi toute ma carrière, hein, je veux dire, l'attrait pour les nouvelles molécules, qu'elles soient synthétiques ou qu'elles soient naturelles, parce qu'un naturel, en fin de compte, c'est un assemblage de molécules, donc, hein, dont certaines sont plus puissantes que les autres, dont certaines sont plus odorantes que les autres, et voilà, et le pont était fait. Donc pour moi, il n'y a pas, pour en revenir à ça, il n'y a pas de dichotomie entre les synthétiques et les naturels. Ce sont des molécules que je traite de la même façon. Alors quelquefois, il y a des inspirations qui sont différentes, effectivement. Vous pouvez vous laisser inspirer par un bouquet de fraisias ou par un bouquet de fleurs ou par du bois ou par une balade en forêt, mais à la fin, ce sont des molécules qui arrivent sur votre épithélium et qui vous provoquent une émotion. Ce qui peut paraître assez étonnant dans votre parcours et en même temps, c'est tout à fait cohérent avec votre amour des molécules, quelles qu'elles soient, c'est que vous avez à votre actif des réalisations qui concernent aussi bien les produits qu'on peut appeler les produits d'entretien, les produits ménagers. D'ailleurs, c'est par ça que vous avez commencé. Ensuite, il y a eu la fine fragrance. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques grandes réalisations dans cette partie, justement Tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été sélectionné, et encore, je remercie vraiment Givaudan, et aussi Jean Adorne, qui avait été le directeur de l'école à l'époque. Donc, j'ai été sélectionné pour faire cette école de parfumerie. Et naturellement, ils ont choisi à l'époque quand même des universitaires avec certains une formation de chimie ou de biologie. C'était aussi parce qu'ils pensaient plus au consumer product qu'à la fine fragrance. Donc, au départ, en fin de compte, sans me le dire, j'étais déjà plus ou moins orienté vers une parfumerie plus fonctionnelle. Mais peu importe, de toute façon. Ce qui était important pour moi, c'était en fin de compte de pouvoir formuler, de pouvoir jouer avec ces molécules. 3 ans de parfumerie, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. La première année, en général, à l'école, c'est la mémorisation. À l'époque, c'était 900 matières premières, à peu près 20 par semaine. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. C'est un travail, c'est un travail difficile, très difficile. Mais, en fin de compte, ça vous permet d'affiner votre perception olfactive et aussi de créer des connexions entre vos neurones dans le cerveau. Donc, ceci étant dit, c'est important, cette première année. Même si ce n'est pas suffisant, c'est très important. Deuxième année, vous en prenez les accords, les premiers accords tout simples, comment faire une pomme, un abricot, un muguet, un jasmin, etc. Et que vous commencez petit à petit à rentrer dans le domaine vraiment de la parfumerie avec les imitations. Parce que l'imitation, c'est la première chose vraiment qu'on fait en parfumerie. Et ensuite, une fois que vous commencez à imiter, que vous savez imiter, vous allez y mettre votre propre personnalité. Donc ça va devenir votre signature. Mais là, il va falloir du temps. Donc voilà, les 3 années. Et à la fin de la 3e année, ils nous ont fait participer à un brief pour Airwick sur plusieurs notes, dont une note chèvrefeuille. Et il s'est trouvé qu'en fin de compte... voilà, j'ai gagné le gros lot. En quelque sorte, pour moi, c'était vraiment le gros lot, parce que quand on m'a annoncé que j'avais gagné le chèvrefeuille d'Airwick, qui est devenu par la suite une référence chez eux, j'étais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais, quoi. C'était vraiment, j'en suis encore très fier, encore à l'heure actuelle. Chèvrefeuille qui est devenu aussi référence chez Reckitt & Kuhlmann, parce que Reckitt & Kuhlmann ayant acheté ensuite Airwick. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, un peu mon parcours en parfumerie. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec pas mal de succès aussi en consumer product, dans les détergents et dans les savons. Certains produits qui sont devenus, bien sûr, des benchmarks. Ouais. Et ceci durant 7-8 ans, jusqu'au moment où j'ai rejoint Création Aromatique et où j'ai commencé à travailler un peu plus dans la fine, tout en continuant aussi dans le personal care. Donc la fine fragrance, donc la parfumerie fine. Et là, il y a une grande référence qui est marquante aussi pour vous, c'est Ralph. Oui, alors ça a été fait quelques années plus tard, en 2000 en fin de compte, au début du 21e siècle. Et ouais, c'est aussi quelque chose d'important pour moi. En fin de compte, le client à la fin m'a demandé de découper la fragrance en différentes portions, chacune ayant une couleur différente. C'est sur ce système, en fin de compte, de différentes couleurs que j'avais bâti mon Ralph, oui, quelque part. Comme je bâtis mes autres fragrances. Il faut reparler, en fin de compte, de ma théorie des 5 éléments et de mes 5 parties de la plante, comment j'en suis arrivé là.
Et ça donnait Ralph, où, à l'époque, beaucoup de personnes ne croyaient pas du tout à ce parfum, trouvaient que c'était même trop fruité. Est-ce qu'on peut le décrire C'est un floral fruité. C'était quand même un fruité. Et c'était le basculement dans le 21e siècle. Et en fin de compte, c'est à cette époque qu'on est rentré dans un monde quand même de fruits, pour ne pas dire après de gourmandise, parce que si vous regardez avec Angel, qui avait été écrit en 1990, mais dont le succès est venu qu'après 2000. Je veux dire, il a mis 10 ans, pratiquement, pour devenir un succès, pour qu'il soit accepté et reconnu. Je veux dire, au début, Angel, peu de gens l'aimaient, peu de gens l'appréciaient. Vous voyez ce que je veux dire ? On parlait au début de cet entretien de transmission. Vous avez votre propre manière de cartographier mentalement les molécules. Vous avez établi plusieurs théories pour essayer d'organiser tout ça. Bon, c'est vrai qu'au sorti de l'école, donc j'avais mon étiquette chimiste, que j'ai gardée longtemps sur le front. Et à l'époque, mon chef m'a demandé, il y a... À Dubendorf, Dubendorf, c'est un centre de recherche de Givaudan. Bon, il n'est plus à Dubendorf, il est à Kemptthal, c'est vrai maintenant. Il développe le concept d'odor value. Ce concept d'odor value, c'est quoi ? C'est en fin de compte le rapport entre deux paramètres importants. La volatilité, donc sa pression de vapeur, la facilité que cet ingrédient a à se disperser dans l'air, et le seuil de perception, la concentration minimum odorante d'un ingrédient. Donc le rapport de ces deux concentrations, parce que la volatilité, on peut la transformer en fin de compte en termes de concentration. Dans un espace donné, quelle est la concentration de cet ingrédient en phase vapeur, vous voyez, dans l'air, non pas dans le liquide, divisé par, dans ce même espace, la concentration minimum odorante. Et ce rapport de ces deux paramètres vous donne une constante qu'on appelle odor value, qui représente en quelque sorte la performance d'une molécule, d'un ingrédient. À cette époque, il y avait à peu près une 60 ou 70 produits de mesurés dont on connaissait la volatilité et le seuil de perception. Et en résumé, j'ai pris ces deux paramètres et je les ai positionnés sur une carte, en ordonnée la volatilité, en abscisse le seuil de perception, et le rapport des deux, ça donne des diagonales, qui représentent des lignes d'odor value. Sur la même ligne, sur chaque ligne, ça veut dire odor value, c'est des isodores, chaque produit se trouvant sur cette ligne, ayant la même performance olfactive en théorie. Tout ça, c'est de la théorie, ça se passe dans le headspace. Chose importante quand même à signaler, on ne va pas aller trop loin en développement, donc l'échelle est énorme, donc on travaille en échelle logarithmique, c'est-à-dire que si vous regardez la différence de volatilité entre les extrêmes, entre un produit très volatile comme un diméthylsulfide ou un acétate d'éthyle et un produit à volatilité très basse comme un musc nitré, vous avez un facteur à peu près de 10 millions. C'est-à-dire qu'un acétate d'éthyle est 10 millions de fois plus volatile qu'un musc nitré. Et vous avez à peu près cette même échelle sur les seuils de perception entre une rotundone, c'est un produit, ça fait un petit peu bizarre quand je prononce ce nom, mais c'est un produit qu'on trouve dans la nature, qui existe même dans le vin, dans le patchouli, il existe en trace aussi, et dans d'autres matières, le cypriol aussi, entre autres, et un produit comme l'acétate de ninanyle, vous avez un facteur de 10 millions aussi. Pour la lecture de cette carte, si on en parle un petit peu, vous avez en haut, vous avez les notes de tête, au milieu les notes de cœur, au fond les notes de fond. Cette carte, elle vous permet, en fin de compte, elle vous donne ce classement quelque part. Vous voyez, ce classement des produits très substantifs à très volatiles. Et aujourd'hui, qui utilise cette carte ? C'est certain que en tout cas, les parfumeurs de consumer product l'utilisent. Les parfumeurs fans fragrances, j'en connais certains qui l'utilisent aussi. C'est aussi intéressant. Systématiquement, tout nouveau produit, je veux dire, est positionné sur la carte. Et dès que vous positionnez un produit sur la carte, vous voyez un peu ses voisins. Vous voyez déjà tout de suite, est-ce que c'est la même fonction chimique ? Non, peut-être pas. La même fonction chimique, c'est des possibilités de mélange. C'est une source créative aussi, d'inspiration. Vous visualisez tous vos produits. C'est fantastique, parce que vous les avez pas tous en mémoire. Donc, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui sont intéressés. D'autres maisons, ça s'appelle pas Odor Value Map, mais ils ont c'est forcément toutes les maisons maintenant développent la mesure du seuil de perception d'une certaine façon et de la volatilité. Donc, c'est certain que c'est utilisé par énormément de personnes. Pas sous cette forme-là, mais certainement sous d'autres formes.
Et c'est quelque chose, en tout cas c'est un outil que vous aimeriez davantage populariser, propager? Ah oui, c'est certain, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, naturellement, les grandes maisons, la maison dans laquelle j'étais, ils ont fait un outil interactif. Chaque molécule a des tas de paramètres. Là, on a la notion de volatilité, de solidité de perception, mais vous pouvez y mettre le prix. Vous pouvez commencer à formuler, à représenter une formule. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, en fin de compte, ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est que la notion de volatilité, je l'ai toujours reliée à la notion de temps. Vous voyez ? Comme vous prenez un acétate d'éthyle, vous le trempez, une touche, toc, 30 secondes après, pouf, ça disparaît. Vous prenez l'extrême, un muscocétone ou un Lyral ou des notes comme ça, vous les trempez, vous revenez 6 mois après, c'est toujours sur la touche. Donc je lie la notion de volatilité à la notion de temps. Et le seuil de perception, je le lie à la notion d'espace. Et je prends toujours cet exemple du santal, le santalol, qui est un merveilleux produit, bien sûr, mais c'est un produit qui ne rayonne pas, qui ne bloom pas. C'est-à-dire que vous allez le sentir, si vous êtes près de la source, vous en mettez un peu sur votre peau, vous allez bien sentir le santal. Mais là, vous qui êtes à 1,50 m de moi, si je mets du santal sur ma peau, vous n'allez pas le sentir. Par contre, il existe d'autres molécules à odeur santalée, et je ne veux pas en faire la publicité, mais c'est quand même une des plus belles, des plus rayonnantes, des plus puissantes, Javanol, qui est à peu près 1000 fois plus puissante que le santalol ou le bois de santal. Et vous trempez une touche dans ce santal, à peine j'aurais trempé la touche que vous allez déjà la sentir. Donc là, il y a la notion d'espace. Et en fin de compte, la parfumerie, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de maîtriser, c'est maîtriser ses matières premières, mais c'est maîtriser aussi le temps et l'espace. Quand vous avez un parfum, vous le sprayez, vous avez le temps zéro, il va se répandre dans l'espace, et il va évoluer aussi différemment en fonction du temps. J'aimerais qu'on évoque également cette très belle métaphore que vous avez mis au point, que vous appelez l'arbre, ou la théorie des 5 éléments. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu de la difficulté, dans mes premiers pas de la parfumerie, à faire la classification. Parce que c'est tellement subjectif. Donc je suis revenu en fin de compte à la nature et à l'arbre. Parce qu'en parfumerie, on utilise des essences qui proviennent de différentes parties de la plante. Et j'ai pris l'arbre. C'est une plante, parce que l'arbre nous fournit la graine, déjà au départ. Ensuite, vous mettez la graine en terre, elle vous donne les racines et le bois, mais ça, je les mets ensemble, racines et bois, je les lie tous les deux. Après quoi, normalement, parce que naturellement, le cycle est toujours différent suivant les espèces, mais logiquement, ensuite, c'est les feuilles qui apparaissent. Ensuite, après les feuilles, vous avez les fleurs, et après les fleurs, vous avez les fruits. Et dans les fruits, se trouve la graine, et vous avez le cycle de la vie qui est accompli. Et de ces 5 parties de la plante, pour juste en revenir avec la théorie des 5 éléments, parce que j'ai toujours été amoureux, en fin de compte, d'une certaine, enfin je ne veux pas dire philosophie, je ne suis pas un expert, mais philosophie orientale, et de cette théorie des 5 éléments que j'ai découvert par hasard. Vous l'avez découvert comment d'ailleurs ? Par hasard, par un livre qu'une personne m'avait donné. Et... Quel livre ? Ouais, non mais c'était plus lié, pour finir, je sais pas si je peux en parler en fin de compte, ouais, c'était plus lié à une hygiène de vie, en fin de compte, vous voyez, à une philosophie de vie, la macrobiotique qu'on appelait à l'époque. Donc voilà, avec cette théorie des 5 éléments, plusieurs fois millénaire. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a plu, et je n'ai fait que je me suis dit, tiens, j'ai les 5 éléments de ma plante, je vais les superposer. Et donc j'ai mis la graine sur le métal, j'ai mis le bois sur le bois, j'ai mis le verre, les feuilles sur la terre, j'ai mis les fleurs dans l'eau, et j'ai mis les fruits sur le feu. Et j'ai commencé à construire, donc vous pouvez vous représenter cette étoile à 5 branches, avec les graines, le bois, les feuilles, la fleur et le fruit. J'ai mis mes éléments. J'ai d'abord mis mes produits naturels autour, et puis ensuite j'ai commencé à mettre mes produits de synthèse, olfactivement parlant, et puis aussi j'ai d'autres étoiles que j'ai développées, où suivant d'autres critères, j'ai positionné mes produits de synthèse, mes molécules que j'aime bien, que ce soit naturel ou synthétique, et j'ai commencé à jouer avec.
Et parlons-en des molécules, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Oui, ça m'anime parce que je suis toujours à la recherche. Qu'est-ce qu'elles vous font? Il y a encore plein de choses à trouver. Je pense que quand vous regardez cette carte, il y a plein de lacunes. Après, c'est vrai que où les chercher, où les trouver, comment les trouver, parce que peut-être qu'il est assez facile. Bon, ça fait déjà quelques années que je suis parti de la recherche, mais je veux dire, je suis quand même ça plus ou moins de près. C'est assez facile, en fin de compte, de prédire une famille olfactive pour une nouvelle molécule. Prédire un seuil de perception, à ma connaissance, je ne veux pas dire que c'est impossible, hein, c'est possible, c'est un coup de chance, mais c'est très difficile, sinon j'aurais pas évalué 15 000 molécules pour essayer de trouver les 20 meilleures molécules que Givaudan a développées dans les 15 dernières années. Quoi, je veux dire. Donc ça signifie qu'on est encore loin de pouvoir prédire la performance d'une molécule, vous voyez. Et il y en a, je pense, beaucoup à trouver encore. Il y a encore des espaces vierges. Comment les trouver ? Je sais pas. C'est toujours pareil. C'est au contact avec les chimistes, toutes ces années passées avec eux, parce que c'est eux, pour finir, à la fin, qui les développent, vous voyez, qui les dessinent. Moi, je ne fais que les sélectionner et essayer de me rendre compte de la potentialité de ces molécules. Et c'est vrai que ça a été un grand plaisir de développer toutes ces molécules qui, à l'heure actuelle, je le vois parce que comme je suis plus dans la maison, je suis à l'extérieur, donc j'ai la possibilité d'analyser tout ce qui sort. Et je vois, en fin de compte, je me rends compte qu'en fin de compte, toutes ces molécules, elles ont de plus en plus de succès. Elles sont utilisées dans beaucoup de parfums, quoi. Donc c'est aussi une satisfaction en ce qui me concerne. C'est pas mon travail uniquement, c'est un travail d'équipe. Mais je veux dire, j'ai énormément participé au développement de ces molécules. Est-ce qu'on peut justement citer aujourd'hui les molécules qui vous inspirent ou qui vous fascinent le plus? Quelles sont les pistes, les voies? Il y en a beaucoup, je veux dire, beaucoup. Je peux vous citer des Akigalawood, des Rosifolia, des Nymphéales, des Mahoniales, qui a une Pétalia, c'est merveilleux. Enfin, Mystical, c'est très, très joli aussi. Elles ont chacune leur facette intéressante et leur utilisation bien différente. Mais il y a aussi des belles molécules de la concurrence, c'est clair. À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez des bois ambrés? C'est très très présent actuellement. Quand vous parlez des bois ambrés, là, je pense que vous faites allusion aux bois ambrés type, on va citer les noms, mais ça ne fait rien, Ambrosénide, Ambermax, Amber Extrême, c'est notre boisée ambrée très performante, avec des seuils de perception très bas. C'est devenu la mode, petit à petit ça s'est installé pour pallier justement à l'absence. Moi, c'est ma version, hein. Les gens peuvent me contredire. Hein. C'est pour pallier à l'absence de ce merveilleux produit qui est le Liral. Le Liral qui a été interdit, qui est interdit complètement, qui avait cette faculté, en fin de compte, de rester dans le temps tout en bloomant. Donc c'est une note florale assez unique. On a beaucoup de notes florales, je veux dire, il y a des très belles notes florales. Mais Liral est une note florale, mais en fin de compte, qui était tout aussi bien dans les masculins que dans les féminins. Hein. Et le jour où on a été interdit, il y a eu vraiment un vide dans les fragrances. Je veux dire. Et ce vide, je dirais, a été comblé par l'arrivée des notes boisées ambrées, qui a apporté vraiment... c'est même exagéré, je trouve qu'il y a eu un surdosage, c'est excessif presque, je dirais, un surdosage de ces notes boisées ambrées qui vous agresse maintenant, je veux dire. C'est, la façon dont c'est dosé maintenant, c'est presque une agression. On en revient aux années 80 avec ces bâches de chiffre et ces notes lactoniques très performantes. Donc voilà, ces notes boisées ambrées sont arrivées au moment où, en fin de compte, un des piliers de la parfumerie, le Liral, disparaissait. Un obstacle, en fin de compte, est toujours bénéfique. Donc un empêchement, une contrainte. Dans la régulatorie, on râle toujours, les parfumeurs, c'est interdit, on ne peut plus utiliser ce produit. Mais il faut voir le côté positif. C'est que ça va vous faire chercher d'une autre manière, une autre façon de résoudre le problème, et donc vous allez ouvrir d'autres portes, et c'est une source de créativité permanente, quoi. Vous avez été étudiant à l'école de parfumerie Givaudan, anciennement Roure. Vous avez ensuite enseigné dans cette école. Quel professeur étiez-vous? Il faudrait demander aux élèves, mais je pense que j'ai essayé toujours d'être près d'eux. J'ai essayé, en fin de compte, je pense, d'insister sur les bases, parce que la mémorisation, même comme je vous en ai parlé, même si c'est pénible, je veux dire, c'est quelque chose de tellement important. Alors, c'est sûr, de mon côté, à notre époque, on en a vu 900 matières premières, on leur demande pas
d'en mémoriser 900. On en était à peu près à 500, donc je ne sais pas à combien ils en sont maintenant, peut-être 300, 350. Parce que comme je vous ai dit, c'est important. Comment vous voulez visualiser, encore visualiser une odeur, vous pouvez peut-être le faire, mais comment vous voulez interpréter cette visualisation en termes de parfum si vous ne connaissez pas vos matières premières? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas possible, vous voyez? Très important. Et après, bon, vous avez le bœuf à bas, quoi. Comment faire un abricot, comment faire une pomme, un jasmin, une tubéreuse, un accord boisé, un accord épicé. Enfin voilà, vous commencez. Et ensuite, l'imitation, mais caricaturale, je dirais. On ne leur demande pas, parce que imiter un parfum au nez, c'est impossible, quoi. Je veux dire, oui. Même Grenouille, je ne sais pas s'il serait capable de le faire. Vous voyez. Passer 10 matières premières, ben, c'est difficile de les sortir. Alors après, il vous faut du temps, vous trempez, vous revenez le jour après, ah oui, ça, je détecte, mais après, il y a les quantités à mettre, donc une imitation, vous pouvez passer votre vie sur une imitation. Hein. Dans tout métier, hein, parce que on peut dire art, mais dans tout métier, vous avez quand même une partie technique qui n'est pas négligeable. Et si vous ne l'avez pas, bah, vous allez peut-être réaliser des bonnes choses, mais qui manqueront de performance, qui manqueront de bloom, de trail. Alors que si vous avez la partie technique déjà, si vous la comprenez, ça va vous aider ensuite à réaliser, en fin de compte, vos rêves. Oui, c'est très important. C'est très important, c'est ce que je dis aux élèves. Je veux dire, c'est une partie qui est difficile, contraignante. C'est sûr que vous pouvez le faire. Il y a certainement des Mozart de la parfumerie, des gens qui n'ont pas besoin de mémoriser. J'en connais pas vraiment, hein, mais je pense que pour la majorité de nos jeunes parfumeurs, c'est important qu'ils sachent qu'il faut travailler, être passionné, c'est certain, mémoriser, travailler, et ensuite réaliser leurs rêves, leur visualisation, ou répondre aux briefs des clients. C'est bien d'avoir cette base, je dirais. Il y a quelque chose qui m'avait frappé quand on a préparé cet entretien, c'est que vous avez dit aujourd'hui on ne prend plus le temps de rêver en création. Ça c'est vrai, oui. Je vois les photos de certains personnages. Je vois, c'est pas pour le citer parce que tout le monde le cite, mais je pense à Haroun Niska. Je le vois encore dans son jardin avec une touche. Et rêver sur une touche, ça veut dire devenir créatif, parce que pour créer, il vous faut du temps. Si vous n'avez pas de temps. Alors, c'est sûr, on a toute la technologie qui nous aide. On a des beaux ordinateurs avec beaucoup de formules d'analyse, beaucoup de choses qu'on a faites dans le passé, donc on va repartir de ces choses-là. Si vous ne prenez pas le temps au début, vous n'allez jamais avoir le temps. Donc c'est au début qu'il faut avoir le temps de réfléchir, de rêver, de créer des accords. Je fais une petite parenthèse, mais très souvent, je reviens, c'est un peu un fouillis, j'ai pas vraiment de classement de tout ce que j'ai fait, mais donc je passe du temps à rechercher, mais très souvent je reprends des accords que j'avais faits il y a 30-40 ans, parce que j'avais le temps. J'étais un peu innocent, entre guillemets, vous voyez, innocent dans le sens que plus vous avancez dans le temps, plus vous travaillez les formules, dans les grandes maisons, plus vous voyez de formules, donc plus vous êtes influencé. Tandis que quand vous commencez au début, vous n'avez rien, vous ne savez pas, donc vous imaginez vraiment des choses, vous vous forcez, enfin, vous êtes vraiment dans l'inspiration totale, quoi. Et donc vous faites des choses qui peuvent paraître aberrantes, mais qui par la suite, pour finir, moi m'ont servi. Qui n'ont pas été utilisées tout de suite, mais quand j'ai regardé mes carnets, ou mes notes, j'ai repris certains de ces accords. Et aujourd'hui, chez Luzi, vous êtes toujours un rêveur ? Ouais, je suis un rêveur, oui, je peux dire que je suis un rêveur un peu, oui. Oui, si, quand même. C'est ce qu'on me dit à la maison aussi. Hein. C'est bien aussi de rêver. C'est bien aussi de rêver. On prend plus le temps de rêver. On est tellement pris dans la réalité, dans cette folie, dans cette vitesse qui nous aspire. Hein. Enfin, donc ça fait du bien. C'est pour ça que ça serait bien que les dirigeants dans les différentes sociétés de parfumerie donnent du temps à leurs parfumeurs. C'est important. Surtout pour certains parfumeurs, pas tous peut-être, je veux dire. Moi, mon chef, dans les années 90, on écrivait les formules à la main. Et quand vous écrivez une formule à la main, vous prenez le temps de réfléchir, vous voyez. Et au crayon de papier, en plus, moi je les écrivais parce que comme ça je gommais. Ah non, je ne veux pas mettre ce produit, ou j'en mets tant. Donc vous faisiez une formule ou deux formules par jour, vous voyez. Mon chef est arrivé un jour, il m'a dit « Alain, vous allez voir, vous allez pas avoir plus de temps pour la créativité. » Rochus Martin Classen, qui était un chef formidable, hein. On va vous installer, on va vous mettre un computer. Vous allez passer du temps maintenant pour réfléchir. Du jour où il m'a mis le computer, au lieu de faire 2 formules, j'en faisais 10, 12 par jour. Complètement aberrant, en fin de compte. J'avais moins de temps
J'avais même moins de temps, parce que je rappelais la formule, je modifiais, je copiais la colonne. Enfin, vous voyez, donc j'utilisais la technologie, mais je trouve pour répondre à une demande. Mais pour moi, c'était beaucoup moins créatif. Alors c'est sûr que j'étais capable de répondre à ce que me demandait la vente. Vous voyez, j'étais rapide et tout, mais moins créatif quand même. Donc je pense qu'on devrait réfléchir à ça. Et je dis pas tous les types de parfumeurs, hein, parce qu'il y a des parfumeurs, mais ceux chez qui on devine qu'il y a quand même ce besoin de rêver, cette créativité qui est là, parce qu'il y a des parfumeurs, qui ont l'idée, mais qui ne peuvent pas la réaliser. Et c'est comme dans une équipe de football. Je veux dire, on n'est pas tous au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre mal, mais il y en a qui sont capables de marquer les buts, et d'autres qui ont des idées géniales au départ, et qui n'arrivent pas forcément à les réaliser. Mais ça, justement, je dirais que le rôle d'un management dans des compagnies, ça serait de voir quels sont ces types de... Au lieu de mettre chacun en concurrence bêtement, c'est essayer de regrouper en fin de compte les profils d'individus. Et voilà. Mais c'est difficile parce que ça demande aussi du travail d'essayer de mettre les gens ensemble, d'essayer de voir pourquoi ils sont bons ou pourquoi ils sont... Parce que même nous-mêmes, en tant que parfumeurs, on a tous le même but, quelquefois, et en fin de compte, on se rend pas compte pourquoi on est bon. On veut tous arriver... beaucoup, si vous demandez aux jeunes, la plupart, hein, ils veulent tous faire de la fine, hein, au départ. La plupart, enfin, je dirais 95%, 97% des jeunes que j'ai pu rencontrer, ils veulent faire de la fine. J'en ai rencontré un ou deux, et une en particulier qui voulait faire du consumer product dès le départ. Mais c'est rare. On veut, la fine, on veut être sous la lumière. C'est la vitrine, en fin de compte, de la parfumerie. C'est super. Mais quand vous avez aussi un détergent, un savon, c'est aussi fantastique, quoi. On a des envies différentes, des buts peut-être différents, mais quand même, ce but-là, il est commun à beaucoup de parfumeurs. Faire quelque chose qui plaise à la communauté. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est important. On parlait de la notion de temps depuis le début de cet entretien. Donc on a sur touche ce Biagiotti Uomo, qui est donc votre premier parfum. De nombreuses minutes ont passé. Comment vous le percevez, là? Comment je le perçois? Je reste bien dessus. Il me plaît toujours autant, je dirais. Il pourrait être d'actualité, peut-être pas quand même, mais pourquoi pas. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que je le trouve pas oxydé. Et pourtant, il y a quand même de l'air pas mal dans la bouteille. Et il a bien vieilli. Il est encore, je pense, agréable à sentir. Je veux pas Il a un petit côté, c'est vrai, il a quand même un petit côté années 70, 80, mais voilà, une note un peu, une fougère, qui n'est pas forcément classique, un peu de tabac, légèrement mielé. Est-ce qu'il a aussi bien vieilli que son créateur? Ça, je sais pas, alors... dans quel sens, là ouais, son créateur, c'est beaucoup dire, hein, créateur. Ce mot créateur, des fois ça me fait peur, ce mot créateur, parce que chaque être humain, on est tous des créateurs en puissance. Hein. Il n'y a que Dieu qui crée. En guise de conclusion à cet entretien, comment estimez-vous votre apport à ce petit monde de la parfumerie? Mon apport... Ouais, c'est toujours difficile de juger, hein, parce que ou bien on est prétentieux, ou bien on est trop humble. Moi, je suis toujours gêné, donc je dois être trop humble de ce côté-là. Non, mais c'est certain que c'était un apport, je dirais, plus dans l'obscurité, plutôt que dans la lumière. Mais ça fait rien. De toute façon, si vous avez quelque chose ou quelqu'un dans la lumière, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose ou quelqu'un dans l'ombre. Une réussite dans la lumière est provoquée par quelqu'un qui est dans l'ombre. Donc c'est forcément... J'espère que j'ai apporté de la joie déjà aux gens que j'ai rencontrés, parce que c'est quand même... Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi, chez Lutti, je retrouve aussi cette ambiance-là, qui est une ambiance humaine, donc société familiale, que les grandes maisons ont un peu perdue. Donc c'est bien qu'ils le sachent, pour finir, parce que il y a des tas d'avantages d'être dans une grande maison. C'est sûr, vous avez beaucoup de choses qui puissent vous aider. Je vois dans la recherche, les molécules et tout, c'est formidable. Mais il y a quand même une perte d'humanité. Et perte d'humanité veut dire, on vous enlève de la passion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de plus en plus, dans toutes ces grandes maisons, il y a un manque de passion chez les gens. Et manque de passion, ça veut tout de suite dire... Mais ça va être du long terme. Vous voyez, les conséquences vont se répercuter... Plus tard, ça met du temps. Un manque de passion, c'est aussi un manque de créativité. Et donc, on se retrouve aussi avec des produits sans âme, quelque part. Je pense que la passion, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup d'outils, mais on a beaucoup de passion.
quand je dis beaucoup d'outils technologiquement, c'est vrai, c'est à notre niveau. Vous voyez, on aimerait avoir plus, mais voilà, on s'en sort d'une autre façon. Notre passion nous donne aussi, va nous ouvrir des portes sur d'autres formes de créativité. Je pense que c'est certain. Donc si on doit dire quelque chose à la jeunesse, c'est d'être passionné. Si vous faites quelque chose parce que vous pensez que ça va vous rapporter... Non, il faut arrêter, parce que c'est un métier, vous avez besoin de la passion. Même maintenant, je veux dire, il faut de la passion et du travail. Et après, les choses viennent toutes seules. Vous venez d'écouter un podcast by Né. Retrouvez cette émission sur podcast.byné.com et sur les plateformes habituelles.